Coucou. Salut Sophie. On va attendre, on va attendre Constance. Alors Constance, normalement il y a un petit encart demander à participer. Est-ce que tu vois? Coucou tout le monde. Alors je vois toujours pas ta demande, Constance. Hello, Laurence. Alors, ben normalement, tu as un encart où il y a marqué demander à participer. Je crois que c'est ça qui est inscrit. Là, je l'ai pas moi, mais normalement, c'est ça. Est-ce que tu vois? C'est les joies du direct. Bon, j'espère que vous allez bien. Salut. Alors, ben, je sais pas comment t'aider, Constance. Parce que j'ai pas, pour le coup, moi, comme c'est moi qui fais live, Constance, tu dois remonter sur les commentaires plus haut et cliquer et envoyer une demande. Voilà. Et t'as pas tout en haut, c'est un. Il me semble que c'est un encart. Ah, Laurence va t'envoyer le visuel par SMS. Coucou, coucou tout le monde. Ah, voilà. C'est bon. Tadam! Coucou. Je suis désolée, hein. En fait, c'est dans les messages que tu peux envoyer que la requête se trouve, mais je cherchais, je voyais pas. Bon, pas de souci. C'est mes... Bienvenue. Merci, bonjour et merci pour ton accueil, Émilie. Ben, merci de m'avoir proposé ce live. Donc, on va commencer. Du coup, je me demandais si tu pouvais peut-être commencer par te présenter, Ouais. me dire qui c'est que tu es un peu. Eh ben, écoute, avec plaisir. Je suis Constance, j'ai 3 enfants, j'ai travaillé 25 ans dans la mode et puis j'ai toujours été passionnée de développement personnel. Enfin, mes lectures depuis l'âge de 15 ans, c'était des lectures de développement personnel. Et puis, il y a 4 ans bientôt, mon fils aîné a eu un cancer grave, un rhabdomyosarcome pléomorphe avec une tumeur de 17 cm dans la jambe. Et en fait, après la première chimio, qui ne fonctionnait pas, pour sauver sa vie, il a fallu couper sa jambe. Et à ce moment-là, moi, je travaillais c'était la dernière des marques des soldes et mon cerveau a bugué
entre les chaussures pour lesquelles je devais mettre des marques et ce que mon fils avait à vivre, enfin ce qu'on avait à vivre avec lui aussi. Et du coup, je me suis dit que j'allais rester en mode et que j'allais faire quelque chose qui ait du sens. Et assez vite, l'idée de l'association et l'idée d'accompagner les malades et de soutenir le système de la maladie est apparue. Donc voilà, donc 3 ans après, enfin non, 3 ans après, non, 3 mois après, j'ai créé l'association La Vie qui me suit avec toutes mes copines qui à l'époque me soutenaient beaucoup. Et puis aujourd'hui, bah voilà, on est 10 personnes et on accompagne les patients, les soignants et les aidants. Et l'idée, c'est de soutenir la spirale positive de, de la guérison. Voilà. Ok. C'est un c'est un chouette programme. Euh, Et donc, alors, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment ça se passe Un accompagnement? Ouais. Alors concrètement, l'accompagnement, bah, c'est souvent à la demande du patient ou de l'aidant ou du soignant. On va, dans un premier, il y a plusieurs étapes en fait dans l'accompagnement. La première étape, ça va être l'accueil, l'accueil de ce qui est, hein, c'est-à-dire de la maladie, du choc, du deuil de la vie d'avant à faire, au moins pendant quelques temps, enfin si pas définitivement, au moins pendant quelques temps. Puis, assez rapidement, on va cheminer plus vers l'acceptation, enfin non, l'accueil du traitement, l'accueil du traitement, la relation avec le soignant, parce on s'est rendu compte qu'un patient qui est en confiance avec son soignant accueille bien plus le traitement enfin bien plus en confiance et accueille le traitement avec beaucoup plus de sérénité qu'un patient qui n'a pas confiance en son médecin. Et pour nous, c'est un sujet vraiment fondamental parce qu'il y a encore, il y a plus d'un an, toutes les personnes qu'on accompagnait ont voulu le traitement. Elles étaient tellement, elles se sentaient ballottées peut-être par leur médecin, par l'équipe médicale ou par l'équipe de nouveaux protocoles ou autres, et elles étaient vraiment pas en confiance. Et donc pour nous, accompagner sur ce point-là, c'est vraiment, vraiment important, voire solliciter la personne et l'inviter à prendre un deuxième avis, ne serait-ce que pour qu'elle valide le fait qu'elle est en confiance avec son soignant. Donc ça, c'est la deuxième étape, accueillir le traitement, valider et faire en sorte que enfin, soutenir la personne dans sa relation. Et puis, au bout de 7 8 séances, assez vite, on va inviter la personne à créer des projets à court terme, à moyen terme, à long terme, pour que le matin ait envie de se lever. En fait, c'est un peu ça. Et l'aider à reconstruire une vie, surtout au plus près de qui elle est, au plus près il y a le docteur David Spiegel que j'ai interviewé pour l'association, qui est psychiatre à l'université et médecin à l'université de Stanford, qui disait qu'en fait, face à la finitude et face à des chocs profonds que le cancer, les patientes deviennent authentiques, enfin les patients deviennent authentiques. Et ben, l'idée, et ça on le constate, et l'idée c'est vraiment de permettre à la personne de cheminer vers qui elle est, et je crois que tu en es le plus bel exemple Mm. de ça. Et le cas échéant, quand la maladie est très avancée, accompagner la personne vers la fin de vie afin qu'elle puisse partir en paix. Voilà. Donc aujourd'hui, on est une équipe d'une dizaine de personnes, dont 7 8 coachs. C'est ça, vous êtes tous des accompagnants, n'importe quoi, des professionnels de l'accompagnement. C'est ça. En fait, on a tous une certification professionnelle, soit en tant que coach, soit en tant que psy. Enfin, là, on est plutôt coach d'ailleurs. Enfin, les critères, c'est coaching et psy, avec néanmoins un outil d'accompagnement en douceur, tel que, en complément, tel que la sophrologie, tel que l'hypnose, Ikigai pour Sophie et la PNL quasiment pour toutes. En fait, grosso modo, toute l'équipe s'est constituée pendant les formations. Euh, Presque, parce que c'est là qu'on rencontre des personnes qui partagent les mêmes affinités. Et
de la même manière, le recrutement des coachs se fait aussi par la sensibilité à la maladie, Oui. soit parce que la personne l'a vécu elle-même, soit parce qu'elle a accompagné quelqu'un de très proche. À plusieurs reprises, on s'est entendu dire que pourquoi? On peut être très bienveillant si on n'a pas vécu soi-même. Et en même temps, quand on a soi-même eu l'épée de Damoclès d'un scanner, d'un PET scan, d'une radio ou autre, ou quand on a une prise de sang à faire et qu'on sait, on connaît l'enjeu derrière, je pense que naturellement, on peut plus facilement se mettre en place. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas, on est empathique. Enfin, on peut être empathique dans la relation d'aide, mais pour moi, c'est important aussi qu'on puisse, que les personnes aient l'expérience de la maladie proche. Ok. Ouais. En Et tout cas, cet accompagnement, il dure combien de temps? c'est très aléatoire. Ça peut démarrer, enfin, ça peut, les personnes qu'on a accompagnées le plus longtemps, l'accompagnement a duré 13 mois. Ah oui. Mais, enfin, ça dépend de la personne en fait. Dès que la personne se sent sereine, qu'elle se sent actrice dans son chemin de guérison, dès qu'elle est plus en paix, dès qu'elle a les ressources, dès qu'elle a pu solliciter autour d'elle les personnes qui pouvaient l'aider, assez vite on peut, enfin assez vite, ça dépend de son cheminement en fait. C'est quelque chose qui se fait en ligne ou plutôt en présentiel? Alors jusqu'à présent, enfin, ça se faisait à moitié. Enfin, moi, la première personne que j'ai accompagnée, je ne l'ai jamais rencontrée. Donc déjà, on a attaqué direct en ligne. Après, avec le temps, avec l'accompagnement, l'arrivée de plusieurs coachs, il y a eu autant de présentiel que de en ligne. Et là, en fait, on développe les partenariats avec des hôpitaux ou avec des associations chez qui on se rend. Et là, du coup, on voit plus de patients en présentiel. Mais on accompagne autant en ligne qu'en présentiel. Donc ça peut être, du coup, ça peut être sur toute la France. Il n'y a pas de... Enfin, Absolument. La première personne que j'ai accompagnée, comme je te dis, elle était à Lyon. Et on accompagne vraiment partout, quoi. Même aux États-Unis. On a accompagné 2 personnes aux États-Unis, moi. ok. Des femmes qui souffrent de cancer du sein. Et, Donc c'est uniquement cancer ou ça alors, peut être d'autres pathologies que vous accompagnez? alors, au départ, alors moi j'arrive du monde de la mode. J'aime bien utiliser cette métaphore, c'est-à-dire que quand il y a tu vas cibler une cible prioritaire et puis même si ton offre elle s'adresse à tout le monde. Et là c'est un petit peu pareil. La maladie qu'on connaît le mieux c'est le cancer, mais parmi les coachs, par exemple, elle était plus sensible au départ aux maladies du cœur. Donc en fait, on va communiquer sur le cancer parce qu'il y a déjà énormément de patients à accompagner et énormément de choses à faire. Néanmoins, on accompagne aussi des personnes qui ont des maladies chroniques, on accompagne des personnes qui ont des accidents graves, on accompagne des personnes qui ont d'autres maladies, enfin, toutes les personnes qui ont des chocs de vie profonds, qui invitent un deuil, quelque part un deuil d'une vie d'avant et une nouvelle vie à créer. Ouais. Je pense qu'on peut résumer comme ça. On accompagne également les aidants. Euh, les aidants parce que non seulement ils doivent prendre soin d'eux, les aidants, mais ils doivent également prendre soin soit de leur compagnon, soit de leur enfant, soit de leurs parents, et que c'est éprouvant, à la fois physiquement et émotionnellement, et fatigant. Donc il y a aussi un deuil à faire pour les aidants de la vie d'avant. Ouais, et souvent en plus, je crois qu'ils osent pas se dire je vais pas bien ou ils se sentent devoir porter le truc en fait. Et ça c'est clair. Et enfin, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que quelque part aussi le malade, finalement, la personne malade, elle va vouloir protéger son aidant. Donc il y a une espèce de tabou qui se fait entre soit dans le couple, soit dans la relation parent-enfant, soit dans la relation parent-parent, enfin grands-parents, et qui mérite d'être exploré. Et je pense que quand
accompagne l'aidant, qu'on l'aide à prendre soin de lui, qu'on l'invite à faire le deuil de sa vie d'avant, que, euh, on l'invite à s'occuper de lui au quotidien, à créer des moments, des espaces, temps rien que pour lui, à créer des pauses, etc. Bah, c'est aussi le patient qu'on accompagne. Parce que Ouais. s'il n'est pas bien, bah, ça va se ressentir à la fois pour le patient. Et le troisième qu'on accompagne dans le triangle patient et dans soignant, c'est le soignant, euh, qui lui-même, par le système, qui par la difficulté de ce qu'il a à vivre, peut souffrir de manquer de temps, peut souffrir de ne pas pouvoir être aussi humain qu'il le voudrait ou pouvoir nourrir la relation humaine comme il le voudrait. Et, euh, et je pense enfin, et on le voit hein, d'ailleurs, il y a beaucoup de soignants qui ont besoin aussi de retrouver du sens. Et donc l'accompagnement qu'on leur propose, c'est déjà de se connecter à leurs émotions et d'accueillir vraiment ce qu'ils vivent, cette frustration, voire même cette colère, pour aider à créer quelque chose de nouveau. C'est marrant parce que finalement, on a un peu les mêmes cibles avec l'application. Moi aussi, c'est patients et soignants. Et c'est vraiment un trio qui, je trouve, qui. Enfin voilà, il faut que les trois fonctionnent ensemble en fait. Et Ben, c'est un système. Si on parle de système, on a toutes plus ou moins été formés à la systémie. S'il y en a un qui va bien, ben, c'est tout le système qui ira mieux. Si on encourage le patient à prendre soin, à se responsabiliser dans sa relation avec le soignant, si on encourage, si on l'invite, il y a beaucoup de patients qu'on a accompagnés, qu'on accompagne, qu'on invite, et leur médecin à poser des questions, à oser être elle-même et à oser créer une relation de niveau égal et non pas de laisser le médecin en position dominante et le soignant et le patient ouais. en position inférieure. Donc ça, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail parce que dans l'inconscient collectif, le médecin, c'est le sachant. Et comme on n'écoute rien à ce qu'il a à nous dire, bah, beaucoup de patientes n'osent pas poser des questions. Elles ont peur de manger, puis souvent il est pressé. Et à juste titre, il n'a pas le temps. Enfin l'assurance maladie, on dit plus la Sécu, mais l'assurance maladie autorise 10 minutes pour un rendez-vous Mm. mensuel et 45 minutes pour le rendez-vous d'annonce. Et dans ces 10 minutes, il n'y a pas le temps enfin, il y a fondamentalement très peu de temps pour que le médecin puisse créer une vraie relation d'échange et une vraie humanité, quoi. Alors après, je dis ça et en même temps, je pense que quand on est pleinement présent à son patient, on peut le faire. Mais pour ça, il faut avoir appris à le faire. Ouais. Et on n'apprend pas ça encore à la faculté de médecine. Ça commence, mais c'est pas. On commence un peu à parler de méditation à la Bah, faculté de médecine. typiquement, moi j'ai suivi un cycle MBSR avec une oncologue qui propose des cours aux étudiants de médecine, qui propose des cours on s'en est parlé. Et de la même manière, il y a une néphrologue qui mène Oui. des recherches sur la pleine conscience pour les soignants. Et typiquement, un chiffre qu'elle nous avait donné quand on avait suivi son cursus, c'était un soignant qui pratique la pleine conscience, son temps d'écoute active passe de 30 secondes à 3 minutes. Ouais, Donc, ça change tout dans la thérapeutique. ouais, Donc, carrément. voilà, inviter enfin, soutenir le soignant dans une démarche où il prend soin de lui, où il prend le temps de respirer, où il peut se centrer entre deux rendez-vous, où, euh, où il écoute lui-même ses émotions, sa colère, sa frustration de ne pas avoir le temps, son ras-le-bol d'un système beaucoup trop pressant et beaucoup trop administratif. Et tout faire l'administratif plus que bah, ça soutient la relation thérapeutique aussi. Et aujourd'hui, vous avez, en termes de proportion, c'est Ouais. majoritairement des patients, je suppose? Majoritairement des patients et des aidants. Ok. Majoritairement des patients et des aidants. Le soignant, on en a, mais
plus épisodique, on va dire. C'est bon. Comme si Oui. c'était plus difficile de demander de l'aide pour un Mm. soignant. Ouais, c'est ça. Je sais pas, comment est-ce que toi, tu perçois les choses, par exemple, avec la pleine conscience et les soignants? Euh, Ben, c'est un peu pareil, en fait. Il y a une notion de temps qui est très importante chez eux. Mm, Et vraiment l'idée de j'ai pas le temps. J'ai pas le mm, temps pour m'occuper de moi, j'ai pas le temps parce que j'ai besoin de m'occuper des autres. Et ça, je crois qu'il y a un vrai travail de fond mm. euh, pour voilà, pour leur faire toucher du doigt que quand on prend soin de soi, on est peut-être plus à même de prendre soin des autres. Absolument, c'est un de nos enjeux aussi. Expliquer le Ouais. patient, expliquer aux soignants fondamentalement, typiquement, moi je vois ma fille qui est étudiante en médecine, qui était, enfin lors de la première année, c'est normal, qui était complètement cramée par les heures de travail. Et je lui dis, t'arrêtes tout de suite tes études si c'est pour être un médecin qui prend pas soin de toi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et ça, c'est pas encore. Alors j'ose croire et j'ai envie de croire que ça va changer. En tout cas, que les événements actuels vont permettre de faire évoluer la situation. Parce que typiquement, on était dans un hôpital et pour le médecin, c'était naturel que les équipes étaient à bout, quoi. Mm. Ouais. Et une autre fois, j'étais voir un autre hôpital et les équipes étaient à bout. Et quand j'ai évoqué peut-être de faire des états de centration, des exercices de centration, des exercices de respiration avant d'aller voir les patients, elle était tout à fait. Mm. Donc, ça bouge dans les hôpitaux, petit à petit, petit Oui, à ça commence. Il y a de belles initiatives, par exemple à Bordeaux, au CHU de petit. Bordeaux. Il y a tout un groupe de My Food Doctor qui s'est Ouais, créé. Et ouais, donc petit à petit, comme ça va, on va y arriver. Mais c'est difficile de faire bouger. C'est un gros machin, le monde médical. Et ça donc, c'est ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et dans ton expérience, alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi, tout ce qu'on fait avec l'eau? alors moi, je trouve juste merveilleux. Euh, je crois que j'aurais aimé être accompagnée. Je me suis sentie très seule, hein. Et quand j'étais malade, je me suis comme interdit d'aller sur Internet pour. On me disait, il y avait certaines personnes qui m'ont dit non, mais surtout regarde pas. Et du coup, j'ai tout coupé et j'ai pas du tout été dans des groupes ou des choses de soutien et tout ça. Et je me suis sentie seule et je crois que ouais, je pense que ça peut avoir une vraie utilité pour Mm. être, ouais, d'être guidé par quelqu'un euh, mm. parce que du coup, j'ai un peu ramé, parce que je l'ai fait toute seule à mon rythme, mais ouais. Et puis moi, j'ai eu aussi la chance de rencontrer la pleine conscience au début de mes traitements. Et ça, Mm. je Et crois que comment est-ce que tu as fait, du coup, avec la pleine conscience? Parce que tu as découvert comme ça. Comment est-ce que c'était quoi ton chemin? ouais, en fait, j'étais au milieu de ma chimio et c'est ma tante qui m'a qui m'a conseillé de regarder une conférence de Christophe André sur YouTube. Ouais. Et alors, à l'époque, moi, je connaissais, mais absolument pas. Vraiment, j'avais aucune notion de rien du tout. Et donc, je regarde ça et ça me parle vachement, ça résonne en moi. Et il parle du programme MBSR. Et donc, à la fin, je vais sur Google et puis je cherche MBSR Toulouse. Et là, je vois une liste d'instructeurs et il y avait des photos et il y avait une seule instructrice qui était souriante. Les autres faisaient la en tout cas, du coup, je me suis dit, tiens, allez, elle m'appelle. Et je l'ai appelée, je lui ai expliqué que voilà, j'étais en plein traitement. Et elle m'a dit que, voilà, elle m'a expliqué que le MBSR était à l'origine, avait été créé vraiment dans le cadre du soin. Maintenant, ça s'est démocratisé, mais que l'origine, c'était celui-là. Et donc, j'ai eu de la chance parce qu'un groupe commençait, je sais pas, quelques jours ou peut-être une ou deux semaines après qu'on ait pu échanger. Donc, j'avais jamais médité de ma vie et j'ai commencé par un programme MBSR. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer dans...
En fait, c'était juste dingue dans mon expérience. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le programme MBSR, c'est un programme qui est sur 8 semaines où on va pratiquer 2 heures et demie en groupe. Euh, donc, on apprend à méditer et puis on va vraiment cheminer à l'intérieur de soi, voir un petit peu quels sont nos schémas de pensée, nos schémas de réaction et essayer de mettre un peu plus de conscience et de présence euh, pour quitter le pilote automatique finalement et pouvoir, plutôt que de réagir automatiquement, pouvoir répondre en conscience. Ça, c'est vraiment je vous la fais très résumé globalement, c'est ça. Et donc, ça demande donc 2 heures et demie par semaine en groupe. Et ensuite, c'est environ 3/4 d'heure à 1 heure de trois quarts d'heure à 1 heure de pratique chez soi. Donc avec des audios, etc. qu'on nous fournit. Je l'ai fait pendant le confinement, du coup. Ouais. Donc c'est quand même vachement intensif. Et, et au bout de 15 jours, un truc comme ça, je suis allée voir mon instructrice en lui disant non mais qu'est-ce qui s'est passé? On va m'enlever un sein dans quelques semaines et c'est ok quoi. J'avais une espèce de sérénité, une acceptation, un truc, c'était mais incroyable. Et je me suis tellement sentie ouais, en confiance et qu'évidemment après j'ai poursuivi, enfin donc j'ai fini mes 8 semaines et puis je me sentais tellement sereine dans ce que je vivais et voilà, et dans une acceptation. Alors l'acceptation, c'est vraiment, je me sentais actrice de ma santé, de ma guérison, et pas du tout dans, c'est pas, quand je dis acceptation, il ne faut pas confondre acceptation et renoncement ou, Mm. voilà. Là, c'est vraiment, j'avais quelque chose où, ouais, je gérais le truc, quoi. Et donc, ben après, évidemment, après le programme, j'ai continué à pratiquer parce que ben, ça m'apportait tellement. Et alors, il y a peut-être des périodes où je pratiquais moins, mais je le sentais très rapidement, en 1 semaine ou deux, je, je, je sentais que j'avais plus mon ancrage, j'avais plus Mm. cette force, donc bah, évidemment, je m'y remettais. Donc, Trop ouais, bien. mm. C'est vraiment, enfin, moi, je trouve qu'on touche à la vie aujourd'hui et de plus en plus. Alors, je sais pas si c'est parce que je baigne dedans au quotidien, mais qui permettent vraiment de passer d'un état de mal-être à un état d'apaisement, surtout quand on vit des choses aussi remuantes que la maladie, qui est des outils extraordinaires. Enfin, nous, on utilise beaucoup la sophrologie, l'hypnose, la programmation neurolinguistique, la PNL, et parfois il suffit d'un exercice, d'une séance pour que l'acceptation du changement de vie se fasse, par exemple, ou que qu'il y ait un gros bug familial qui sorte alors que voilà, il n'était pas du tout prévu et puis le lien n'avait pas du tout été fait un- enfin, entre là où la est et ce qu'il en empêchait. Et je trouve que c'est c'est formidable en une seule séance, de voir la personne qui s'ouvre, qui respire, qui accepte. Enfin, en une séance, non, c'est beaucoup plus parfois. Enfin, le cheminement est plus long au global de la vie, mais il suffit parfois d'une séance pour qu'il y ait déjà que ça amorce le début du changement et que la personne chemine en fait vers qui elle est vraiment. Enfin, c'est ça que je trouve magnifique. C'est au début c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé l'association La Vie Kintsugi, c'est-à-dire qu'on garde l'histoire passée, mais on construit quelque chose de nouveau de plus qui devient quelque chose qui devient incassable grâce à la réparation. Tu veux que je rappelle ce que c'est que le kintsugi? Oui, c'est ce que j'allais te demander parce que je pense qu'il y a. Le kintsugi, c'est l'art japonais donc de réparer une céramique cassée. Et au Japon, une céramique est cassée, plutôt que de la jeter, on rassemble les morceaux. Et pour moi, la métaphore avec la maladie, la vie qui part en éclats, et puis petit à petit, on va rassembler les pans de vie pour les recoller
avec une laque saupoudrée d'or. Et cette partie qui est réparée devient incassable. Et donc, on garde l'histoire passée, on crée quelque chose de nouveau, et les endroits qui ont été réparés sont à la fois plus forts et plus beaux grâce à l'or. Ouais. Donc, c'est une magnifique métaphore de la résilience. Et je pense qu'il prend tout son sens quand on a fait quelque chose d'aussi difficile que la maladie ou un accident grave ou même un burn-out parfois. Ouais. Donc, enfin, ou n'importe quoi, enfin, tous les chocs de vie, en fait, tous les chocs de vie. Et donc, c'est quelque part, et ça passe par ce temps d'accueil, ce temps d'acceptation de ce qui est, et Mm. puis petit à petit, de se rassembler, de créer quelque chose de nouveau. Ouais, et c'est très juste quand tu disais le fait d'apprendre à se connaître, en fait, le fait de... moi, je crois que je me suis découverte à ce moment-là. C'est Mm. bizarre de dire ça parce que j'avais que 35 ans, mais c'est vraiment ouais, prendre conscience de qui je suis et de ma valeur et tout ça. C'est pour ça que très souvent, j'ose dire que c'est un peu un cadeau de la vie. Alors certes, mal emballé parce qu'il faut quand même le traverser. Et sur le moment, je dis ça maintenant après 6 ans. Sur le moment, j'étais, j'étais pas, j'étais loin de le penser, mais avec le recul, ouais, maintenant, je peux dire vraiment que ça m'a tellement apporté dans Euh, dans mon En fait, ce cheminement. qu'on peut dire, c'est que c'est parfois, si ça n'arrive pas, enfin, parfois on avance, on carbure, on est dans le pilote automatique, quoi. On avance, on se crée une vie qu'on imagine être une autre. Enfin, et puis il faut la maladie pour se rendre compte qu'on est vraiment différent de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et c'est cette étape-là, en fait, s'il n'y avait pas eu ça, ben, on serait peut-être passé à côté de qui on est vraiment, quoi. Carrément, ouais. C'est pour ça que souvent, je me dis, je suis contente d'avoir vécu si jeune, même si c'était plus, si ça a été difficile. Je me dis, voilà, j'ai tout le reste de ma vie où je vais pouvoir profiter. Je vois qu'il y a un message de C'est le soleil de Barbara. Connaissez-vous l'Institut Raphaël? C'est une maison de l'après-cancer. Oui, et ben, j'ai rencontré Docteur Toledano pas plus tard qu'il y a 15 jours, parce que nous, on est basé tout à côté, entre autres, C'est à euh, Paris? c'est à Paris. Et de la même manière qu'on a des partenariats avec pas mal d'associations, comme le Bonheur, comme l'association AIDA des jeunes contre le cancer, comme Laurette Fugain, qui nous guide depuis le début, depuis le début de l'association. Ouais. On aimerait bien créer un partenariat avec le docteur Toledano. Et voilà, donc c'est en chemin. Ouais, moi, je connaissais pas du tout. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est un ange. Ouais, Euh, c'est vrai que l'après-cancer, c'est aussi une étape importante. ouais, Et il y a beaucoup de personnes qui le vivent pas toujours très bien parce que finalement, tout d'un coup, brutalement, tout s'arrête. ouais. Toute notre prise en charge s'arrête. Mm. On se dit qu'on est censé aller mieux et être bien, et puis finalement, pas forcément. Et du coup, c'est compliqué à vivre. Ouais. Mm. Bah, typiquement, moi, quand mon fils est retourné à l'école, après la radiothérapie, après 9 mois terribles enfin, de haut et de bas, on lui a annoncé sa fin de vie, on trouve un traitement, puis finalement, je sais pas, puis finalement, etc. Il est retourné à l'école au mois d'octobre, et 4 jours après, on a dîné ensemble. Et il me dit, je crois que c'était le moment le plus dur pour moi. Dieu sait qu'on en avait vécu avant, mais il me dit en fait, je comprends pas pourquoi je me suis autant battue pour vivre ce que je vis aujourd'hui. Et, euh, et a fortiori, en fait, il y avait une espèce de. Bah, pendant 9 mois, on avait vécu à 800 km/h, enfin, au rythme de la maladie et de ses hauts et de ses bas. Et puis là, il était retourné à l'école. Et il mettait plus de temps pour se préparer, il était fatigué, ses copains qu'il avait quittés 9 mois avant, eux, ils étaient à l'étranger, parce qu'il était en école de commerce.
Et voilà, et donc là, je lui ai dit, ben, je dis, en fait, par chance, j'avais interviewé une psychologue de là où j'habitais avant. Il m'avait dit, en fait, il y a deux temps dans la maladie. Il y a le temps physique et il y a le temps psychique. Le temps physique, c'est le temps où on est pris en charge par l'hôpital, où finalement on se met dans une autre forme de pilote automatique, mais sur le traitement. Et il y a ce temps psychique qui, lorsqu'on annonce qu'on nous renvoie au paradis de la vie, et qui est très difficile à accepter parce que du jour au lendemain, on est jeté en pâture dans le paradis et plus personne n'est là pour nous donner un rythme au quotidien déjà, mais aussi une façon de faire. Et donc, nous aussi, enfin, on accompagne cette période-là qui est très, très importante parce qu'elle permet aussi de réaliser ce par quoi on est passé. Oui. Elle permet de s'autoriser à être fatigué. Parce que Mm. très souvent, quand vous n'êtes plus enfant, tout le monde vous dit, bon, bah, c'est bon, maintenant tu vas revenir à la vie. Et moi, je l'ai fait, ma sœur a eu un cancer et j'ai pas compris qu'elle soit fatiguée après la maladie, alors que, bah, si, en fait, le traitement fatigue, l'épreuve fatigue. Et surtout que souvent, dans le cadre du cancer du sein, par exemple, on a l'hormonothérapie qui continue. Et c'est pendant, moi je sais que c'est pendant 10 ans. Et, euh, et en fait, on a l'impression que, enfin, tout notre entourage ne comprend pas. On a l'impression que c'est fini et c'est fini. Ben non, en fait, on est fatigué, on a encore des douleurs, on a encore. Ouais. Absolument, bah, c'est exactement ça. Et en fait, il y a c'est aussi un temps euh, pour lequel nous, on invite les gens à prendre soin d'eux, à ralentir, à, à, à se poser et aussi à réfléchir, enfin, s'autoriser à regarder ce qui a été vécu pendant 9 mois, s'autoriser à se dire que ça a été dur, parce que ça a été dur, et, euh, et, et puis peut-être aussi à créer cette vie pendant quelques temps jusqu'à ce que la personne ait assez de ressources pour, euh, pour, euh, pour avancer seule, en fait. Mm, mm. Mais c'est un moment l'après-cancer. Et Ouais. j'ai une amie qui a eu un cancer du sein et quand on en parlait, elle disait, mais après ça a été, bah c'est ça, ça a été un deuxième choc en fait. Mm, mm. Et oui, parce qu'on se dit, ça y est, c'est fini. On a l'impression que on a tellement attendu ce moment-là que on voudrait le vivre super bien et pas forcément. Ouais. Et moi, typiquement en tant qu'aidante, d'abord quand on m'a annoncé, enfin on était ensemble avec mon fils quand on lui a annoncé la séparation complète et on n'a pas cru. Et moi, des Ouais. semaines après, on me disait, mais tiens, on va trinquer, mais on trinque à quoi? Enfin, je pouvais pas y croire, c'était too much. Mm, mm. C'était too much, Ouais. c'était une émotion positive, mais elle était aussi difficile à accueillir que les émotions négatives, finalement. Oui, oui, c'est ça. Mm. Même si c'était génial, évidemment, c'était génial. Euh, je vois que le temps passe. Est-ce que tu as des projets particuliers pour l'association, des choses, voilà, c'est quoi les mois à venir? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas... Les avenirs sont très incertains. On avait plein de projets, puis juste on a une réunion pour en parler. On avait plein, plein de projets. Bon, déjà, on a plein de partenariats qui sont en train de s'installer avec des hôpitaux ou avec d'autres associations, comme avec toi, d'ailleurs. Et donc, ça, c'est chouette. On est en train d'asseoir les partenariats qui sont déjà là, mais d'en développer d'autres. Donc, ça, c'est chouette parce que je crois vraiment et qu'entre associations, qu'avec les hôpitaux, on a de très belles, très, très, très belles cartes à jouer pour enfin, créer des ponts entre associations ou entre activités pour être plus forts ensemble et pour accompagner au mieux tous les patients qui sont parfois dans la nature et Mm. seuls. J'écrivais tout à l'heure. Donc ça, on a plusieurs pistes à venir. Et on a prévu une journée début février dédiée à l'humain dans la relation enfin, et à l'alliance thérapeutique. Donc c'est vraiment un sujet important pour moi. Comme je te le disais tout à l'heure, il n'est pas serein avec son médecin, bah, il aura du mal à accueillir le traitement. Il n'est pas Ouais. toujours en confiance. Donc pour moi, l'humain, c'est fondamental.
Et l'idée de cette journée, c'est d'accueillir un médecin, un thérapeute, un, un, un patient pour évoquer chacun des piliers enfin, qu'on a identifié donc pour la vie Kintsugi. Typiquement, bah, je peux déjà le dire, il y a Martin, mon fils Martin est OK, enfin, va venir témoigner avec son oncologue sur la thérapeutique, combien elle a été fondamentale, pour d'autant plus important qu'on a changé de médecin. C'est-à-dire qu'il a été suivi 6 mois dans un hôpital et 6 mois suivants dans un autre hôpital. Et l'alliance est fondamentale. Donc ça, donc là, il va venir. On va faire venir, enfin, il y a pas mal de médecins qui vont venir, de psy, de profs de yoga, de méditation, et justement pour que tout cet écosystème en fait communique ensemble. Mm. Alors je ne sais pas si cet événement pourra être public ou pas, mais en tout cas l'idée c'est que déjà cet écosystème se rencontre et, euh, et puisse échanger autour de l'humain dans sur le chemin de la guérison. Voilà. Donc ça c'est On le a, gros projet, enfin c'est le gros projet qui était prévu pour octobre 2020, qu'on a poussé à février 2021. Et, et puis voilà, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises dans ce qui... Je crois qu'on va surtout s'obliger à s'ancrer dans le quotidien. Et je pense que les lives, comme celui qu'on est en train de faire, bah, ils sont assez précieux. Nous, on se dit que c'est facile du coup de les revoir, de permettre aux patients de regarder de leur chambre, de leur chambre d'hôpital chez eux, mais aussi aux aidants. Et donc, euh, voilà. Donc, on n'a pas parlé d'une chose, c'est la prise en charge de cet accompagnement. ouais. Euh, mm, Eh ben, au début, pour tout dire, on s'était dit on va faire un tarif, on va faire payer les patients au prorata de leur revenu. Et puis, bah, d'abord, moi, j'ai jamais très peu, ben, quoique si un peu, mais, euh, mais, mais en fait, depuis un an, on s'est dit qu'on allait trouver des solutions et des financements pour que cet accompagnement puisse être, voilà, et puisse être gratuit pour les patients. Voilà. Et pour les aidants et pour les soignants, non. Et pour les aidants et pour les soignants, pour tout le monde. Donc en fait, c'est aussi pour ça que dans l'asso, je n'accompagne plus qu'une personne ou deux maximum, afin de me concentrer pour aller avec Laurence, avec qui tu es en contact, et créer des partenariats à droite à gauche. Mm. Parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu et que ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que la maladie appauvrit financièrement, elle enrichit intérieurement. Carrément. Et, et que c'est dur, quoi. Mm. Et que, il y a des patients qui nous disent souvent, mais comment est-ce que je peux payer? Ben, je dis, ben, il y a un temps pour recevoir et c'est maintenant. Et puis un jour, il y aura un temps pour donner. Et, et à ce moment-là, vous donnerez. Mm. Ok. Voilà. Et donc, toutes les personnes qui, peut-être, qui vont écouter ce live et qui seraient intéressées, comment ils vous contactent? Comment ça se passe? Eh ben, elles peuvent nous contacter sur le site directement ou sur Facebook ou sur Instagram. On n'a pas encore de numéro de téléphone, mais elles peuvent nous envoyer un message et on répond à tous les messages. Peut-être pas une demi-heure, mais en tout cas, on répond à tous les messages. Et c'est moi qui recontacte personnellement toutes les personnes qui nous envoient un message. Donc, Et après, comment tu choisis quel coach va s'occuper de... est-ce que, par exemple, une personne reste avec une seule coach ou ça bah, peut évoluer? jusqu'à présent, toutes les personnes qui ont été accompagnées par un coach, elles ont continué avec le même coach. Enfin, Ok. elles ont toujours été jusqu'à présent. Après, la manière de choisir, c'est en fonction du nombre de patients accompagnés enfin, du nombre de patients qu'un coach accompagne. Donc ça, c'est une chose. Et puis aussi en fonction de la problématique, en fonction de la maladie. Est-ce que la personne, si elle est super stressée, peut-être qu'on va l'inviter à faire de la neurologie, peut-être de l'hypnose.
voilà, donc ça dépend en fait du besoin. Ok. On se dit qu'un jour on va mettre en place un process. Typiquement, quand on va rendre visite dans les hôpitaux ou quand on va dans une association, les personnes elles vont prendre rendez-vous avec l'une ou avec l'autre et puis ça, la relation s'installe. Et parce et quand elle est installée, bah, ni le coach, enfin, le coach, il est ouvert à ce que le patient puisse s'arrêter, mais ça se fait naturellement, en général. Bon, super. Je sais pas si vous avez des questions. C'est peut-être le moment de les poser. Je regarde. Donc, je vois pas. Non, a priori, il n'y a pas de questions. Mais voilà, si vous en avez, vous pouvez les poser maintenant. Sinon, même après. Et, Là, il y a 50, 50. et, euh, et puis, on y répondra, bien sûr, si jamais, sans problème. Bah oui. Pas En tout grave. cas, je te remercie, Constance, sincèrement, d'avoir pris le temps de venir nous expliquer. Moi, je ne connaissais pas du tout le coaching santé et je trouve que c'est juste merveilleux. Intérêt du coup d'un suivi d'une personne soignante devenue patiente. Bien Ouais. sûr. Marie, du coup, bah, je te laisse te rapprocher de l'association. Tu leur fais un petit message et puis Et puis je répondrai, voilà. si pas ce soir, mais, mais je me connecterai ce soir. Le, le, l'adresse mail, c'est contact@laviekintsugi.com ou sinon tu nous contactes sur Insta ou si tu nous contactes sur Messenger. Enfin, tout est, euh, tout est possible. Mais oui, il y a de l'intérêt, au contraire. Ben oui, oui, oui. Bon, bah, c'est chouette. Ouais. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Constance. Merci à toi, Émilie, vraiment. Et puis, je suis très heureuse qu'on puisse faire des choses ensemble, Ouais, et ce que vous faites, vraiment bravo, parce que je trouve que toi aussi. c'est merveilleux. Ouais. Super. Je ne suis pas inscrite dans Ben voilà. l'association. Ben, c'est pas grave, ça, c'est au contraire. Enfin, non, pas au contraire du tout, mais c'est pas grave. Tu peux nous contacter, Marie, et puis on se répondra. Merci beaucoup. Elisabeth, merci. Salut Martine. Salut à tous. Merci à tout le monde bah, de votre présence. Et puis Et je compte sur toi le 6 février, si on maintient. oui, et puis bah, du coup, ça sera bientôt. Bah ouais, à très bientôt. Allez, ça Gros marche. bisous. Bonne Euh, soirée. Salut. Bonne journée. Bye bye.